je parlais du rôle de François Mitterrand. C'est vraiment un rôle fondamental qui a contribué largement à isoler l'UPC camerounaise au sein des partis contestataires africains. Comme vous le savez, en 1946 naît le RDA, le Rassemblement démocratique africain, sous la houlette de Félix Houphouët-Boigny, l'Ivoirien, et la SFIO, qui était au départ plutôt sympathisante, en 1946 va essayer d'interdire tout simplement le rassemblement à Bamako, et ce sont les communistes qui vont le rendre possible, notamment le ministre de l'Air qui va accorder son avion à Houphouët-Boigny. On va en parler si vous voulez, d'accord. Et François Mitterrand, à partir de ça, par rapport au RDA, va avoir une politique à la fois très, très subtile, très intelligente, et puis très perverse aussi, parce que le RDA était vu comme ils étaient affiliés au Parti communiste, ils étaient vus comme les grands adversaires de la France, et les gouverneurs de la SFIO, notamment en Côte d'Ivoire, combattaient au quotidien le RDA. Et François Mitterrand, qui était de l'UDSR, un petit parti qui s'appelait l'UDSR, en 1950, il est secrétaire d'État à la France d'Outre-mer, et il a ce coup de génie qui est de dédiaboliser Houphouët-Boigny et de comprendre qu'en fait, Houphouët-Boigny était plus nationaliste, on va dire, que communiste. Et que quand on regarde bien qui était Houphouët-Boigny, c'est vrai que c'était pas très compliqué à comprendre, mais enfin, c'est le premier à ne pas s'auto-intoxiquer sur la propagande qui assimilait le RDA au communisme. Et donc, il va convoquer Houphouët-Boigny chez lui, au ministère, et l'intimider assez ouvertement. Il faut savoir que la répression était féroce, qu'il y avait des morts au sein du PDCI, du parti de Houphouët-Boigny à l'époque. Et donc il arrive à le retourner, et Houphouët-Boigny entraîne avec lui la plus grande partie des partis du RDA, donc africains, sauf l'UPC camerounaise. Et à partir de ce moment-là, l'UPC va se retrouver totalement isolé sur la scène internationale. Il va garder le soutien de quelques avocats communistes pendant ces années-là, dans les années 50, le soutien de quelques avocats, donc de la presse, de l'Humanité, mais jusqu'à la moitié des années 50, jusqu'à ce que l'Humanité s'en désintéresse assez largement. Donc cette politique de Mitterrand est beaucoup plus subtile, on va dire, que les gaullistes qui diabolisaient, ou le MRP qui diabolisait totalement le RDA, et c'est le début de la cooptation. La cooptation de leaders africains, et au Cameroun, la SFIO va utiliser cette pratique de manière vraiment éhontée et assez choquante quand on regarde en détail comment ça se passe. Il y a quelqu'un qui s'appelait André Soukado, qui était le haut-commissaire de la France au Cameroun entre 1949 et 1954, qui était donc de la SFIO. Et quand on le compare avec ce qui s'est passé après, on pourrait penser que c'était quasiment, c'était assez pacifique, puisque effectivement là, il n'a pas mené une véritable guerre à l'UPC, mais il a essayé de combattre l'UPC en cooptant des leaders soi-disant socialistes, notamment celui qu'il a mis en avant, qui s'appelait Paul Sopo-Priso, et on a retrouvé à travers les témoignages, à travers les archives, le fait que Sopo-Priso était quelqu'un de totalement corrompu, acheté par la France, il était payé depuis la Seconde Guerre mondiale par les fonds secrets français, justement pour constituer un barrage présentable, un nationaliste modéré, comme on disait à l'époque, face à l'UPC. Donc on voit que c'est une politique assez subtile par rapport à la répression pure et simple. On pourrait se dire, bon, bah, ça c'est la SFIO, c'est Mitterrand, c'est des Machiavel, on les connaît. Mais Pierre Mendès France, par exemple, c'est quelqu'un qui représente parfois une forme d'éthique en politique. Il est resté que quelques mois à la présidence du Conseil, mais ça lui a quand même suffi. Alors je ne sais pas si c'est vraiment volontaire de sa part ou s'il a laissé faire, mais c'est lui qui nomme Roland Pré comme nouveau haut-commissaire de la France au Cameroun, fin 1954, et c'est Roland Pré qui va réprimer les émeutes de 1955 et obtenir l'interdiction de l'UPC. Et donc c'est à partir de cette interdiction que pourra se mettre en branle après la guerre contre l'UPC. Donc là, Mendès France a quand même une responsabilité vraiment décisive à ce propos-là. Et si on continue un peu chronologiquement, on arrive en 1956. Et en 1956, il y a Gaston Defferre, qui est ministre de la France d'Outre-mer, et qui donc met en place la loi cadre de fer. On pourrait estimer que c'est plutôt une avancée par rapport à ce qui se faisait à l'époque, mais enfin, quand on regarde un peu le contexte, il le dit lui-même d'ailleurs dans des papiers confidentiels, c'est vraiment accorder quelques compromis, quelques avancées pour éviter la perte des colonies françaises. Et le directeur de cabinet de Gaston Defferre s'appelle Pierre Messmer, qui va être ensuite le successeur de Roland Pré à la tête du Cameroun. Et donc Pierre Messmer est plutôt catalogué à gauche, enfin centre-gauche, on s'entend, et il devient vraiment l'homme qui va lancer la guerre au Cameroun, la guerre révolutionnaire notamment, ou contre-révolutionnaire, qui va faire ces dizaines de milliers de victimes dont je parlais. Et là où ça va être assez subtil, avec l'aide de Gaston Defferre,
notamment, c'est que Pierre Messmer va faire miroiter à l'UPC une relégalisation à l'approche des élections de fin 56, et pour amadouer l'UPC, et en fait, au dernier moment, alors qu'il le savait parfaitement, il ne relégalise pas l'UPC, et donc l'UPC se retrouve à devoir boycotter des élections puisqu'ils sont interdits de se présenter, et c'est ça qui déclenche véritablement la guerre fin 56. Donc on voit que là, le personnel politique issu de la gauche, en tout cas, a un rôle assez fondamental. Ensuite, pour aller un peu rapidement, on voit que les partis de gouvernement de gauche, ou catalogués à gauche, ont eu une attitude assez bat en guerre, on va dire, et que en revanche, ceux qui étaient catalogués comme ceux qui pouvaient dénoncer dans la guerre d'Algérie les atrocités qui étaient commises, n'ont pas fait leur travail, entre guillemets, de conscience de gauche, de conscience anticoloniale. Et il y a un personnage qu'ici tout le monde, je pense, aime beaucoup, et moi le premier, qui s'appelle Jacques Paris de Bollardière, qui était le général qui a dénoncé la torture très courageusement en Algérie. Il se trouve que ce qu'on ne sait pas trop, c'est qu'après avoir été emprisonné à la forteresse d'Aubervilliers, il est envoyé à Brazzaville pour s'occuper de la zone AEF Cameroun. Donc il est en plein milieu de la guerre du Cameroun, où on envoie la Bollardière. Donc c'est assez étonnant. Et il va noter dans ses mémoires, en quelques lignes, un voyage sans histoire. Il est resté 2 ans au Cameroun. On faisait exactement la même chose qu'en Algérie, torture, regroupement, bombardement, etc. Un voyage sans histoire. Alors on peut penser qu'il n'avait pas accès aux informations parce qu'il était quand même largement placardisé, le pauvre. Seulement, moi j'ai retrouvé des gens qui ont travaillé avec lui, qui lui apportaient les renseignements au quotidien sur ce qu'était cette guerre. Et il a même signé des ordres pour envoyer des parachutistes combattre l'UPC au Cameroun. Donc c'est quand même assez étrange de voir que des gens qui ont une attitude en Algérie très courageuse n'ont pas du tout la même au Cameroun, alors que c'est la même situation. Donc là, c'est assez étonnant. Je pense à ça, on pourrait parler de l'Express également, le journal de l'Express qui avait eu aussi un rôle tout à fait positif pour dénoncer la torture en Algérie, et qui au Cameroun, à longueur d'article, dénonce les extrémistes nihilistes, je cite, de l'UPC, et donc avalise, légitime la répression. Pour terminer rapidement, il y a aussi comme organe qui pourrait alerter les consciences sur ce qui se passait à ce moment-là, c'est Le Monde, hein, tout simplement, le grand journal de référence. Et Le Monde, j'ai pas le temps de tout citer, mais enfin c'est vraiment une attitude lamentable, en termes de journalisme. Je suis journaliste, le relais de propagande absolu, mot pour mot, de ce que disaient les militaires est vraiment étonnant de la part du Monde. Quelques exemples. Alors déjà, l'abolition du travail forcé, ils avaient qualifié ces réformes de libérales mais nettement imprudentes. C'était assez étonnant. Voilà. Et puis après, en 1949, il y a le journaliste du Monde qui donnait des conseils pour mater l'UPC. Il disait il faut avoir de la vigilance par rapport à ce parti, mais enfin, il ne faut quand même pas s'alarmer non plus parce que ce sont des agitations superficielles. Donc voilà, le Monde prend position assez ouvertement. Juste pour rappeler, vous parliez d'aujourd'hui, il faut savoir ce qui s'est passé hier pour agir aujourd'hui, donc c'est tout à fait d'actualité en fait, puisque Paul Biya, donc le président du Cameroun actuel, était le premier ministre d'Amadou Ahidjo, et donc il y a eu 2 présidents de la République au Cameroun depuis l'indépendance, et donc 2 présidents qui ont été formés, choisis, cooptés par la France, et Paul Biya se représente en octobre là, pour un nouveau septennat, donc ça ferait 1982-2018. En toute modestie. Et vous disiez qu'il fallait s'intéresser à hier. Hier, précisément, le 23 février, a commencé un mouvement au Cameroun de contestation. C'était à l'occasion de le 3e anniversaire des émeutes de 2008, qui ont fait 150 morts, parce que pendant 3 jours, des jeunes sont descendus dans la rue pour contester le changement de constitution par Paul Biya, qui pouvait se représenter donc, cette année. Et pendant 3 jours, la police, l'armée, avec les balles françaises, la formation française, ont tiré sur les manifestants qui étaient désarmés, et ils ont tué 150 personnes en 3 jours. Voilà. Donc, sans doute que vous n'étiez pas tellement au courant de la guerre du Cameroun, et que vous n'êtes pas plus au courant de la répression franco-camerounaise contre les manifestants qui sont partisans de la démocratie dans ce pays. Voilà. Merci beaucoup.